Alors, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle session des Pépites internationales, donc pour cette rencontre avec Geoffrey Delinte et Marzena Sowa, que je suis ravi d'accueillir ici aujourd'hui. Alors, nous sommes assez nombreux aujourd'hui et je vous remercie à tous d'être là. Donc, je vous rappelle juste un petit peu le déroulé de cette session aujourd'hui. Donc, on va d'abord écouter Marzena et Geoffrey se présenter et discuter un peu de leurs projets passés, actuels, etc. Puis ensuite, une large place sera laissée à vos questions, et aux réponses évidemment. Donc voilà, donc on va commencer rapidement par cette présentation et puis surtout n'hésitez pas à intervenir autant que vous le souhaitez, soit dans le chat, soit dans l'onglet questions à droite. N'oubliez pas mais vous êtes déjà habitués pour la plupart d'entre vous, d'éteindre vos notifications en bas de l'écran à droite en cliquant sur la petite cloche, histoire de ne pas être dérangé et de mieux suivre la discussion. Anna de l'équipe est aussi avec nous et là dans le chat. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, elle pourra y répondre. Si vous avez des soucis ou autres, techniques, etc. Et puis maintenant, on va se concentrer sur l'événement, sur la rencontre avec Marzena et Geoffrey, que je remercie d'être là. Alors, du coup, on va faire très simple. En fait, je vais simplement vous laisser peut-être dans un premier temps vous présenter chacun, nous présenter un petit peu vos parcours professionnels, de vie, nous raconter un peu en fait ce que vous avez envie de nous raconter, mais sur vous. Alors voilà. Okay. Bonjour à tous, on est vraiment ravis d'être là. On est un peu désolé de ne pas vous voir en vrai, mais j'espère voilà, que peut-être un jour on se croisera dans la vraie vie et pas juste par les écrans interposés. Merci à l'Institut français de nous accueillir. On est émus et très contents d'être là. Voilà. Je ne sais pas qui commence pour parler de nos parcours. Alors, peut-être honneur à toi, Marzena. Donc là, je peux commencer de toute façon. Je suis déjà lancée, un peu stressée parce que c'est vraiment bizarre, parce qu'on se voit nous-mêmes à l'écran. Voilà, moi je suis polonaise, donc je suis née en Pologne et je suis arrivée en France à l'âge de 22 ans. Et j'ai fait des études littéraires, mais je ne pensais pas du tout faire de la bande dessinée dans ma vie parce que je grandis dans un pays, la Pologne était communiste à l'époque, et la bande dessinée c'était vraiment... c'était pas quelque chose qui était très répandu, c'était plutôt même, je dirais, interdit. Et puis, c'était aussi considéré comme des lectures pour les garçons ou les gens qui n'aiment pas lire, parce que dans les bandes dessinées, il y a moins de textes. Et moi, je voulais toujours lire des romans, des livres. Et du coup, la bande dessinée a toujours passé à la trappe. Mais quand je suis arrivée en France, je suis tombée très rapidement sur des auteurs de bande dessinée, notamment sur un auteur de BD, Sylvain Savoya, qui est devenu mon compagnon. Avant tout, et grâce à qui j'ai commencé à écrire des scénarios de bande dessinée. Et donc, j'ai commencé par une série, je vais vous montrer, ça s'appelle Marzi, et c'est, quand vous voyez mon prénom, Marzena, Marzi, c'est vraiment très, très proche, et c'est une bande dessinée où je raconte mon enfance en Pologne, en fait, en Pologne communiste. Mais quand je dis le mot communiste, tout de suite, ça fait un peu... grand, peut-être effrayant, vous vous dites mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, avant tout, c'est une histoire d'une petite fille qui essaye de comprendre le monde dans lequel elle vit. Donc c'est vraiment raconté avec les yeux et la voix d'une petite fille qui parle un peu de son quotidien. C'est comme un peu un journal intime qu'elle écrit pour vous raconter un peu sa vie, la vie avec ses parents, ses amis, les animaux de compagnie qu'elle a. Et voilà, on accède dans un pays à travers Marzi. Donc c'est une série. Dans un pays voilà, qui n'existe plus parce que la Pologne a beaucoup changé depuis. C'est plus un pays communiste, c'est vraiment un pays européen maintenant, libre, qui se veut libre même s'il y a toujours des soucis. Mais voilà, donc c'est une série qui continue. On a fait plusieurs tomes et on a fait aussi une intégrale. Donc ça, c'était vraiment quelque chose, c'est une bande dessinée, je vous montre le tout dernier, qui a fait de moi une scénariste de bande dessinée. Et après, j'ai travaillé avec d'autres dessinateurs parce que moi, je suis juste une scénariste, donc je ne sais pas dessiner. Et donc, à chaque fois, si je veux faire de la bande dessinée, je dois travailler en binôme, donc avec une autre personne. Je ferai aussi une de ces personnes-là. Je fais une autre bande dessinée, ça s'appelle N'embrassez pas qui vous voulez.
c'est un tout petit peu politique aussi, même s'il y a des enfants sur la couverture. En fait, je pense que l'enfance, c'est vraiment une période de la vie qui me touche beaucoup et c'est pour ça que j'y retourne, même quand je fais de la bande dessinée pour les plus grands. Parce que ça me semble une période très importante dans la vie où un être humain se crée. Et voilà, après, j'ai fait aussi une bande dessinée qui est encore plus sérieuse et encore plus noire, comme la couverture montre, et qui parle de la Seconde Guerre mondiale en Pologne. Donc, c'est l'insurrection de Varsovie. Et là, j'ai travaillé avec un auteur polonais. Et le précédent, c'est avec une autrice française. Et après, voilà, je suis passée à une bande dessinée jeunesse qui s'appelle, c'est un titre à rallonge, Histoire de Poirot, de vélo, d'amour et d'autres phénomènes, avec une dessinatrice française aussi, Aude Soleillac. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à me dire que j'ai envie de faire vraiment de la bande dessinée jeunesse, des livres pour enfants où il n'y a pas d'enjeu politique, je ne parle pas de communisme, je ne parle pas de guerre, vraiment juste me concentrer sur ça et essayer de plonger vraiment là-dedans. Et c'est aussi ça, c'est la grande métamorphose de Théo, c'est un peu le fruit de cette réflexion. Et voilà le début de ma collaboration avec Geoffrey. Et c'est de ce livre-là qu'on va vous parler tout particulièrement. Bon, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite parce que comme j'ai un débit très, très rapide, j'ai peur de ne pas être comprise. Voilà, mais je pense que ça va. Ouais, Merci, Geoffrey. Voilà, à toi. On ne t'entend pas, Frédéric. Effectivement, tout le monde vous voit bien, tout le monde vous entend bien, si ça peut vous rassurer. Donc, on a beaucoup de participants, on a une quarantaine de participants, donc et dont des classes, donc un peu plus, qui viennent donc du Maroc, de Roumanie, d'Inde notamment. Et on a une petite requête effectivement pour la suite de Khadija, notre collègue du Maroc, qui nous demande de parler peut-être un tout petit peu moins vite, effectivement. En tout cas, c'était très bien, c'est super, très intéressant. Bonjour à tous, je suis également ravi de partager avec vous aujourd'hui. Donc moi c'est Geoffrey Delinte, je suis né en Belgique, donc un endroit où il y a beaucoup de bandes dessinées. Et très vite à l'école, en fait, je détestais lire. Et l'institutrice avait appelé mon père à l'école à une réunion de parents pour lui expliquer le problème. Geoffrey n'aime pas lire, n'aime pas lire, n'aime pas lire, il faut faire quelque chose. Et mon père a eu la très bonne idée de ramener des bandes dessinées à la maison. Et j'ai commencé à adorer ça, à lire, et après j'ai voulu faire mes propres histoires, les dessiner. Et c'est comme ça que je me suis mis à faire de la bande dessinée et à dessiner comme ça. Ensuite, j'ai fait des études de bande dessinée, des cours du soir, avec Philippe Forster. Et ensuite des études supérieures, toujours en bande dessinée. Et en sortant de l'école, j'avais pas trop envie de raconter mes histoires à moi. Je ne m'en sentais pas vraiment capable. Et je m'étais dit, mon Dieu, mais avec qui j'ai envie de travailler? Et là, très vite, j'ai pensé à Magena, parce que ces bandes dessinées, Marzi m'avait tellement touché que j'avais envie de la contacter. Et donc voilà comment je me suis mis à faire de la bande dessinée avec Magena. Voilà, et en fait, c'était assez drôle parce que quand Geoffrey m'a contacté la toute première fois, donc tu sortais de l'école, Ouais. j'avais déjà sorti plusieurs albums de Marzi, et il m'a écrit un message où il m'a écrit vraiment « Chère Madame Soa », et je me suis sentie tellement vieille d'un coup, mais ça m'a vraiment flattée parce que c'est chouette de savoir que quelqu'un veut travailler avec vous, parce qu'en général, c'est une scénariste qui cherche plutôt un dessinateur, c'est rarement l'inverse, et c'était vraiment très flatteur pour moi. Et après, c'est vrai que quand j'ai vu ce que Geoffrey faisait, ça m'a beaucoup plu. Et je lui ai écrit un projet qui n'a pas fonctionné. Je pense que j'ai écrit un deuxième. Ça n'a pas non plus pris. Et c'est seulement La Grande Métamorphose de Théo qui a été un projet déclencheur de notre collaboration. Et c'était vraiment heureusement, on ne s'est pas découragé parce que le métier d'auteur de bande dessinée, c'est vraiment beaucoup, ça prend beaucoup de temps. Ça mange sur votre vie parce que nos horaires sont très souples et on travaille. Enfin, moi, par exemple, si je parle juste pour moi, je n'ai pas de week-end, donc je travaille tout le temps parce que mon travail, c'est aussi une passion. Et très souvent, cette frontière entre passion et puis travail s'efface. Et du coup, parfois, je me retrouve le soir avec des copains à ne parler que de la bande dessinée, alors que c'est le travail.
Donc ça veut dire voilà, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien et qui nous... C'est pas comme aller dans une usine où on rentre et puis c'est fini. Non, le travail de l'auteur, ça nous poursuit. Et parfois, même après avoir mangé le soir, on est encore en train de travailler. Parfois samedi, parfois dimanche. Les vacances, c'est drôle parce que pour moi, par exemple, les vacances, c'est quelque chose qui n'existe pas. Si je dis que je pars en vacances, ça veut dire que j'amène quand même mon ordinateur et que je prends un carnet. Si je ne prends pas d'ordinateur, au moins je prends un carnet. J'ai des milliers de carnets que je noircis parce qu'on ne sait jamais quand on va être inspiré. Peut-être sur la plage, on va être inspiré. Et peut-être on veut prendre une note quelque part. Ou peut-être on se dit, je veux faire un voyage dans un pays et je pense que là-bas, je peux trouver mon personnage principal. Et donc, du coup, on travaille tout le temps. C'est la création, en fait. Donc, par exemple, pour moi, je ne suis jamais en vacances, mais pour ma famille, pour ma mère notamment, ma mère maintenant décédée, mais à l'époque où elle était vivante, pour elle, j'étais tout le temps en vacances. Elle n'arrivait pas à comprendre. Pourquoi, par exemple, moi, je me lève, j'ai des périodes où je me lève vraiment très tôt. Je peux me lever, me réveiller à 5 heures et je travaille directement. Ça veut dire que je suis dans mon lit, je prends mon ordinateur qui est à côté de mon lit et je travaille. Et je suis en pyjama, je n'ai pas déjeuné, je n'ai pas bu de café. Et pour moi, c'est déjà ça. C'est déjà ce moment de création. Pour ma mère, c'est autre chose. Tu te lèves, tu t'habilles, tu prends ton petit déjeuner et puis tu vas travailler. Et puis le travail, il reste ailleurs. Après, tu rentres, tu te fais à manger. Mais moi, c'est jamais ça, jamais. Je ne sais pas comment c'est pour toi, Geoffrey. Parce que je suis un peu comme ta maman. Non, ouais. Où il me faut vraiment un cadre de travail assez strict. Et donc, je travaille régulièrement en atelier avec d'autres dessinateurs. Et donc, je vais travailler à pied. Et donc, le fait déjà de se mettre en condition de travail et ensuite s'installer à son bureau et commencer à dessiner, relire ce qu'on a fait la veille, regarder encore le découpage que Magena a fait. Et après, voilà, je fais entre 8 et 10 heures de dessin par jour. Donc voilà. Et après, quand je rentre, je re-rentre à pied et j'essaye d'évacuer tout ce que j'ai fait dans la journée pour être présent à la maison, quoi. Donc, Mais oui, c'est ça. Et en fait, souvent, on nous demande mais combien de temps ça vous a pris de faire ce livre ou ce scénario, ou même avec les dessins. Et c'est vraiment très difficile de dire parce qu'on fait beaucoup de choses en même temps. Donc, je ne fais pas juste qu'écrire un scénario. Je travaille aussi sur d'autres choses. Je fais des rencontres scolaires parce qu'avant Covid, on pouvait sortir et voyager. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais on espère tous que ça reviendra. Et donc, c'est vraiment c'est difficile de dire j'ai fait ça en 6 mois, je ne sais pas. Je pense que faire la grande métamorphose de Théo, ça nous a pris 3 ans au moins. Et plus 3 ans, on disait que c'était long le travail de création. Quand on s'est rencontrés, on a travaillé sur plusieurs projets, mais on a travaillé aussi pendant 3 ans ensemble à faire pas mal de pages pour se roder, se connaître et essayer de trouver un univers commun. Justement, je me demandais en fait, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux projets dont vous parliez qui n'ont pas pris et la métamorphose où là ça a pris? À quel moment qu'est-ce qui vous décide en fait à vous dire non, là celui-là on le sent pas, celui-là par contre on y va? Il y a un moment où vous savez. Ouais. En tout cas, moi j'ai eu l'impression de le savoir, plutôt de me glisser beaucoup plus facilement dans l'histoire de Magena, de voir directement les personnages dans ma tête, à quoi ils ressemblaient, leur mimique, comment ils vont bouger en lisant. Les histoires que Magena m'avait envoyées, donc les premières m'avaient touché, mais je pense qu'elles n'étaient pas faites pour moi, pour que je les dessine. Parce que je pense même que tu aurais presque dû les dessiner toi-même. Il y avait quelque chose d'ultra personnel que dans la grande métamorphose de Théo. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose de plus universel. Je ne sais pas, oui, peut-être, tu as raison. Mais je pense qu'aussi, on avait envie d'aller vers la jeunesse et les 2 autres projets, ils n'étaient pas du tout jeunesse. Et aussi, je pense que c'est comme dans la vie, je parle des métaphores très poussées, mais c'est comme quand on apprend à marcher, on ne marche pas tout de suite super bien. Quand on apprend à écrire, on n'écrit pas tout de suite super bien. Il faut du temps, il faut de la pratique. Et je pense que les trucs mauvais,
il faut qu'il sorte. Et que peut-être c'était les deux projets sur lesquels on s'est un peu connus, on s'est rodés, et heureusement, on ne s'était pas découragé. Ouais, et moi, je sortais tout juste de l'école aussi. Et donc, ça a été encore un moment d'apprentissage assez riche de travailler avec Magena aussi, euh, qui est ma première lectrice finalement, à qui je montre les pages. Elle me fait corriger certaines choses. Et donc voilà, ça fait avancer. Et donc, à un moment donné, je pense qu'à force de discuter, de se connaître aussi, on va trouver des points communs à explorer. Et le travail, par exemple, moi, quand je soumis le scénario, l'histoire de la grande métamorphose de Théo à Geoffrey, j'ai toujours tendance à tout écrire d'un seul coup. Donc, j'ai écrit l'histoire entière et je lui ai envoyé parce que j'ai besoin de savoir, avant de m'engager dans le travail, comment l'histoire se termine, comment ça va se développer. En fait, j'ai besoin de tout savoir. Et donc, quand je l'ai envoyé à Geoffrey, ben voilà, j'ai déjà oublié ce que je voulais dire. Oui, j'ai oublié. Je suis désolée. Non, ben, moi, j'avais reçu le texte et Magena m'avait demandé ce que j'en pensais, quoi. Et j'étais vraiment hyper emballé par ce projet. Et je pense que je t'avais... Non, parce que tu m'as aussi envoyé des recherches de personnages. Elle avait déjà fait quelques petits croquis. Et donc, ça m'a ouvert aussi la porte à son univers, quoi. Oui, en fait, au début, cette histoire, donc on va peut-être parler un tout petit peu de la genèse, c'est vraiment une très vieille idée que j'avais en tête. Je me suis dit, et si... En fait, les enfants, je trouve, ont cette capacité d'imaginer des choses les plus improbables. Donc je pense que vraiment, c'est la période la plus chouette parce qu'on peut partir dans toutes les directions et on a peur pour rien. Enfin, les petites choses deviennent monstrueuses et on peut vraiment créer... Enfin, quand je vois des dessins que les enfants peuvent faire, c'est des trucs invraisemblables. Et je trouve que plus on grandit et donc plus on vieillit, on s'interdit de rêver autant. Bah, c'est même pas qu'on s'interdit, on n'y pense plus parce que d'un seul coup, bah, il faut faire des courses, il faut faire à manger, il y a toute cette vie quotidienne qui nous mange, qu'on oublie vraiment des choses, de s'éloigner de ça. Même quand je me souviens, quand j'étais petite et je lisais des livres, donc j'entrais littéralement dans le livre. Le livre, je devenais un personnage entier du livre. J'oubliais le monde entier autour de moi. Et là, en tant qu'adulte, ça m'arrive rarement. C'est vraiment, il faut que le livre soit tellement prenant. C'est comme dans les films et dans tout, où d'un seul coup, c'est vraiment quelque chose qui nous touche très fort et qui nous émeut. Et oui, et donc je me suis dit, j'ai envie de travailler sur un projet comme ça où les personnages vont jusqu'au bout de leurs rêves. Mais j'avais envie que ça se termine pas bien. Donc, en fait, que ces rêves, c'est chouette qu'ils se réalisent, mais il y a un petit truc qui dit que est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller jusqu'au bout? Et il faut payer les conséquences aussi de ce qu'on fait. Donc voilà, c'était le point de départ. Au départ, je pensais que ça serait un livre d'illustration. Donc je pensais que c'est un enfant qui deviendrait... j'imagine que je spoil à personne, que tout le monde connaît l'histoire. Donc j'imaginais qu'un enfant... non, ça va. Ouf. Non. Normalement, tout le monde la connaît, l'histoire. Oui. Hein. Oui, oui, donc c'est un enfant qui devient... oiseau parce que ça lui plaît vraiment beaucoup de vivre dans le même nid que les parents. Donc j'ai imaginé que cet enfant, il passe du temps avec ses parents dans le lit et qu'il veut qu'on vive dans le lit. Donc c'est là qu'on va manger, c'est là qu'on va apprendre la vie, comme les oiseaux apprennent à voler. Et du coup, à un moment donné, il se réveille, il se dit mais c'est pas chouette de dormir dans des miettes. C'est quand même bien. Donc il retourne à sa condition première, comme l'oiseau qui se dit c'est génial, un enfant, il a une chambre à lui, il a vraiment de l'espace et tout, mais puis au final, quand il essaye ça, il se rend compte que c'est vraiment pas pour lui d'avoir son nid à lui. Il veut le partager avec d'autres gens. Et donc, c'était le point de départ. Et c'est là que... Je sais pas si je t'en ai parlé déjà de ça, de cet échange des personnages faisaient. Si, oui. Ouais, mais la bande dessinée, comme vous la connaissez, vous savez que ça va beaucoup plus loin et que c'est un tout petit peu différent, parce que c'est pas qu'ils deviennent aussi l'autre. La chose qui nous semble quand même impossible dans la vraie vie. Et après, il y a eu des personnages qui se sont rajoutés, comme Michel et Louise, et ça nous a permis aussi d'explorer et de voir que d'autres enfants pouvaient être dans le même cas que lui, et que chaque personne pouvait avoir envie de changer de vie pour des raisons différentes aussi. Donc, on a pu aller aussi plus loin dans le scénario
en rajoutant ces personnages-là, et Monsieur Mouton également. Monsieur Mouton, et il y a aussi d'autres personnages qui apparaissent, mais qui ne sont pas développés, comme un hippopotame qui fait du ski, ou comme il y a un humain chien sous les genoux de quelqu'un. Donc voilà, c'était parce que ça nous a un peu intéressé de traiter la différence et comment vraiment on s'accepte les uns les autres, et que c'est vraiment enrichissant. Mais après, notre BD, c'est pas vraiment une bande dessinée à message, c'est vraiment chacun c'est un moment de divertissement. Et c'est juste si quelqu'un trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans pour lui, c'est le plus important. On voulait vous montrer, comme je vous ai dit, comment on travaillait ensemble, on voulait vous montrer les étapes de notre travail. Ça, je vais partager un PDF, si je m'y retrouve. Je ne sais pas si... Ah, vous ne voyez pas du tout mon écran? Alors, si tout le monde... là, alors, non, là, pour l'instant, on vous voit, vous. Et quand vous allez lancer le partage, ce que vous allez partager, voilà, là, ça y est. Donc là, ça y est. Ok, là c'est parfait. Donc là, on a bien la grande métamorphose de Théo à l'écran. D'accord, parfait. Donc, en fait, oui. Donc là, ça, c'est le livre fini. Et là, par exemple, tout commence pour moi avec un petit carnet dans lequel je note, comme je vous disais, des idées ou des scènes. Donc voilà, c'est... Et vous voyez, donc ça, je le remplis. Et moi j'ai une écriture, mais vous voyez, c'est illisible, mais je vais même agrandir. Et c'est impossible de me lire. Enfin, même pour moi, par moments, c'est compliqué. Et en fait, du coup, c'est quand vous avez envoyé ces textes-là à Geoffrey qu'au début, il a peut-être un peu... Non. Je ne vais pas montrer ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je me relis. Parfois, je bute sur un mot, mais je peux, si je me relis très rapidement après, ça va. Mais Geoffrey n'a jamais vu ça. Si, je l'ai vu et j'ai trouvé ça incompréhensible. Je m'étais demandé si c'était du polonais. Question toute bête, parce que là, je crois que j'arrive à lire en haut à quelque chose, à développer. Ah oui. Et du coup, c'est du français? Parce que c'est du français, oui. Par exemple, après, c'est marqué « Ils partent à l'école », je lis dès le début. À développer, ils partent à l'école, c'est la mère qui l'emmène à vélo. Au début, il ne sait pas trop comment faire sur le siège arrière, mais petit à petit, il se laisse porter. Ça devient chouette, voilà. Juste très courte parenthèse, parce que je ne veux pas vous couper dans la présentation nouvelle, mais vous êtes venu comment au français? Parce que j'ai peut-être... Ou alors, je n'ai pas entendu. Si vous l'avez déjà dit. Non, je ne l'ai pas dit, c'est vrai. Je ne l'ai pas dit. Ah, c'était un rêve d'enfant, en fait, qui s'est réalisé. C'est vrai? Un rêve. Oui. Ouais, c'est vrai que c'était un rêve, Oui, mais peut-être que je vais revenir après là-dessus. D'accord, ouais, très bien, c'est intéressant. Ouais. Et donc, voilà, Geoffrey ne peut pas lire ça. Personne ne pourrait lire ça, ça prendrait des années. Et donc, il faut que je retape ça sur l'ordinateur. Et donc, c'est l'étape suivante. Ça veut dire que je tape ça dans l'ordinateur et après, je l'imprime. Et je l'envoie à Geoffrey qui me dit oui, il a dit en l'occurrence qu'il aimait le projet. Et à l'époque, le projet s'appelait Dreams Come True en anglais. Donc, parce que je n'avais pas de titre. Donc ça me semblait pas mal comme titre, mais je savais que le titre anglais, ça ne passera pas, donc il fallait chercher autre chose. Et donc là, c'est le scénario. Et vous voyez, quand je l'ai imprimé, juste après, je l'ai relu, donc j'ai pris plein de notes pour les séquences qui n'allaient pas. Et après, j'ai dû le découper en pages pour savoir, parce que Geoffrey me dit « Oui, j'aime bien cette histoire, combien de pages ça fera ?» Donc, c'est vraiment une question très pratique pour un dessinateur, pour savoir combien de pages, combien de temps ça lui prendra et quel livre ça fera ensuite. Donc, j'ai dû le découper. Voilà, là, je vais approcher. Donc, j'aimerais qu'on voit surtout la page 12, parce que c'est sur cette page qu'on se concentre. Donc voilà. Donc c'est vraiment une page où vous voyez juste il y a un texte. Donc c'est la maman de Théo qui l'embarque sur le vélo. Ils vont partir à l'école. Donc au début c'est un peu dur pour lui parce que c'est la première fois qu'il est sur un vélo. C'est un oiseau quand même, n'oublions pas. Il n'est pas censé rouler à vélo, il est censé voler. Et donc il doit faire attention pour ne pas mettre ses jambes dans les roues. Mais juste après, ça devient chouette. Et en fait, il se rend compte que c'est presque comme voler et que ça pourrait durer longtemps. Donc, il apprécie ce moment-là. Et donc, c'est juste là, une seule page, page 12. Donc, après, quand j'ai découpé ça comme ça, où j'ai marqué quelle page ça fera, après, je prends un autre petit carnet dans lequel je fais un découpage. Donc, ça, c'est le découpage. Le mot anglais pour le découpage, c'est storyboard. Et donc, je l'ai fait en été 2017. Et voilà, vous voyez quand même la taille de ce carnet, il est tout petit. Et ce dessin, là, à droite,
il est juste minuscule. Et évidemment, de nouveau, je ne peux pas le montrer à Geoffrey. Geoffrey, il dirait non, je ne veux pas faire ce projet. C'est quoi ce truc? Parce qu'on n'y comprend rien. Bon, on sait que c'est une mère qui embarque son fils sur le vélo. Ça, on sait. Mais voilà, c'est vraiment minuscule. Et donc, il faut que je le redessine, encore une fois. Voilà, ça, c'est déjà mieux. On voit, enfin, j'espère que vous voyez les deux personnages qui sont à vélo. Mais c'est moi qui ai dessiné. Je vous ai dit que je n'étais pas dessinatrice. Et en fait, il n'y a pas du tout de texte. Vous voyez, tout le texte qu'il y avait au début dans le scénario, ben, il est retranscrit en dessin. Et donc, au début, je vous disais qu'il était un peu mal à l'aise, et après, il se laisse emporter. Et à la fin, on voit qu'il est vraiment heureux avec sa maman qui le conduit. Et après, voilà. Ça, c'est la page de Geoffrey. Vous voyez le changement quand même. C'est beaucoup plus précis. Je sais pas si si tu reviens sur le découpage, en fait, moi, j'adore un découpage comme ça parce que ça me donne plein d'indications. Je sais que la première case, Théo est sur le vélo avec sa maman, et c'est dans une rue. Et donc, après, je sais qu'il y a une voiture qui passe. Donc, vraiment le temps qui passe avec le chemin qui avance. Et ensuite, je comprends que Magena veut vraiment zoomer pour me montrer une émotion. Et donc là, j'ai vraiment toutes les idées générales. Et en même temps, ça va me laisser libre pour après, moi, revenir et dessiner à ma manière, quoi, et rajouter un univers graphique sur son scénario. Du coup, là, c'est dessiné au crayon. Du coup, c'est vraiment presque un brouillon, mais encore plus poussé. Comme ça, je peux encore gommer, ajuster les personnages, les décors et tout ça. Et donc, ça, ce n'est pas encore publiable. Donc, il faut le mettre au propre. Et pour le mettre au propre, donc, j'utilise une table lumineuse. Donc, c'est avec la lumière qui arrive en dessous. Je mets cette feuille-là avec le crayon et une feuille blanche au-dessus. C'est un peu comme si vous mettez votre feuille à la fenêtre là, pour décalquer. Et donc, après, je décalque avec un feutre noir. Et du coup, comme ça, c'est bien propre, quoi. La BD, elle doit être hyper lisible. Il ne faut pas que l'œil commence à aller partout. Il ne doit pas commencer à décortiquer. Il faut qu'on voit chaque élément bien distinct. Ouais. Donc voilà, noir et blanc. Donc ça, c'est fait avec des feutres. Et ensuite, il y a le passage à la couleur. Donc, il va encore ramener de la lisibilité, en tout cas pour ce projet-là, parce qu'il a été réfléchi en couleur. Et donc, voilà, on va isoler chaque élément, quoi. Et puis, ça va donner, la couleur va donner aussi un ton à la bande dessinée et une ambiance. C'est vous, Geoffrey, qui faites les couleurs aussi? Oui, donc elles ont été faites numériquement. Donc, je scanne mes noirs et blancs. Et après, voilà, avec des logiciels de colorisation, on peut mettre en couleur comme ça. Et donc, l'avantage de faire de la couleur numérique, c'est, on en a eu pas mal des corrections couleurs, c'est de sélectionner, au lieu de tout repeindre, si je l'avais fait à la main, ça m'aurait pris un temps dingue. Ben là, je sélectionne une couleur et je la change très facilement, quoi. Et donc, après, voilà, on envoie à l'éditeur qui, lui, après, va faire la mise en page, va mettre les numéros, va bien mettre les bords blancs autour pour que ça soit bien aéré. Et donc, ils vont faire le livre, quoi. Ils vont envoyer à l'imprimeur et faire le bouquin. Voilà, c'était la dernière image. Et donc, c'est 86 pages comme ça. Donc, c'est 86. Au début, elle faisait 86 pages, mais à la fin de la BD, donc on a eu terminé, on a eu une discussion avec l'éditeur et on a changé la fin pour avoir une fin plus forte. Et donc, on a supprimé 3 pages et qu'on a transformé en une seule page, vraiment pour laisser un peu une fin ouverte et que chaque enfant puisse aussi se faire une idée, quoi, Oui. C'est vrai qu'on a changé pas mal de choses. Et je voulais vous montrer l'amas du travail que c'est, parce que hier, donc, Geoffrey, il est venu chez moi et on a mis ce travail par terre, en fait, pour montrer le nombre de pages que je pense que c'est ça. Voilà. C'est en accéléré parce que pour que ça aille plus vite, sinon ça prend beaucoup de temps. Donc, ce sont toutes les pages de la grande métamorphose.
Voilà, là, j'ai un peu montré différemment. C'est des crayonnés pour le Ouais, ça, ce ne sont que les crayonnés. Et donc, Regardez tout après, il y ça. a la même chose, mais à l'ancrage. Waouh! Donc, on a plus ou moins 160 feuilles de dessin. Plus mon découpage. Ouais. Alors, du coup, ça me permet de vous poser une question, parce que là, j'imagine, j'ai vu une question passer, alors je la pose du coup en même temps, mais euh, j'imagine que vous travaillez pas par terre. Donc Non. vous avez, Non, non, non. Mais vous voyez mon bureau qui est à droite, voilà. au bureau devant lequel on est assis. Ça, c'est votre espace de travail. Oui, mais en fait, moi, je travaille un peu n'importe où. Comme je disais tout à l'heure, je peux travailler dans mon lit quand je me réveille le matin. J'ai l'impression parfois que le monde n'est pas encore réveillé, donc il n'y a personne qui va m'embêter, personne ne va me téléphoner à 5 heures du matin, personne va... Enfin, j'ai juste mon chat, mais qui se réveille, il ne comprend pas très bien ce qui se passe. Donc en fait, je peux vraiment être très, très créative et travailler sans être dérangée. C'est aussi la même chose tard le soir, par exemple, parce que je sais que tout le monde, les gens vont dîner, ils vont se coucher, regarder un film, à l'envers. Ils vont plutôt regarder un film et après se coucher. Et moi, à ce moment-là, je peux travailler parce que je ne vais pas recevoir de mails qui me demandent, des gens qui me demandent quelque chose pour le travail, non, parce que je serai vraiment toute seule. Et comme derrière la vitre, je ne vois rien, il n'y a rien qui va me distraire. Je suis vraiment toute seule avec moi-même, avec mon ordinateur ou mon carnet. Et je travaille. Je peux travailler très bien sur la table de cuisine, sur mon bureau ou très bien dans le lit. Donc parfois, effectivement, je peux me mettre par terre, m'asseoir sur un coussin et puis travailler comme ça. Ça ne me gêne pas. J'aime bien travailler aussi dans les trains parfois pour écrire ou dans des cafés. Parfois, je travaille aussi dans des ateliers. Je pense que pour le dessin, ça ne peut pas être la même chose. Non, ouais, pour cet album-là, j'ai tout travaillé à mon atelier, donc sur la même table. Je savais que c'était vraiment la table dédiée à ça. Et alors, je travaille tout le temps en musique, ou alors j'écoute des podcasts d'affaires criminelles en boucle. Donc, ça aide à me concentrer vraiment et à rentrer dans le projet, dans le dessin. D'accord. Alors, on a pas mal de questions dans le chat. Ok, super. Beaucoup et ça autour de va la au niveau du débit. mais pas que. Oui, alors le débit, on n'a plus de remarques, mais du coup, en tout cas, c'est passionnant. Donc, je pense que tout le monde est pris aussi par la discussion. C'est vraiment super. Enfin, c'est impressionnant. Voilà. Du coup, je vous pose une toute petite dernière question, et après, j'essaierai de faire monter les participants sur scène pour vous poser leurs propres questions que je poserai si j'arrive pas vraiment à tous à les faire monter sur scène. D'accord? Simplement une toute petite dernière. La suite. Est-ce qu'il y a une suite à la métamorphose? Et est-ce que c'est secret? Et sinon, est-ce que vous avez d'autres projets en commun? La suite de la grande métamorphose, en tout cas, ce n'est pas prévu. Donc, on n'en a même pas discuté. Non, parce que pour nous, ça se terminait comme ça, je pense. Et là, on est sur un nouveau projet ensemble où lors d'une discussion, j'étais allé voir Magena à Bruxelles et je lui avais raconté mon enfance. Mon papa était routier, donc chauffeur de camion, et je partais avec lui sur les routes. Et du coup, Magena m'a posé plein de questions, m'a interviewé, et après, elle en a fait une fiction. Et donc, on est en train de travailler là-dessus. Alors, pour l'anecdote, j'ai vu que vous étiez aussi bibliothécaire. Je l'étais, donc... Alors, parce que j'avais promis que je ne parlerais pas de moi, mais je ne peux plus jamais m'en empêcher. Et mon père était chauffeur routier et j'ai été bibliothécaire. Et je trouve ça. Du coup, il faudra vraiment qu'on se croise. Et j'attends votre BD avec impatience. Alors, du coup, on passe aux questions. J'essaye d'inviter quelques personnes sur scène. Et puis, alors, on va commencer par Robert Géonéa. Alors, du coup, alors, je vais poser la question parce que visiblement, je n'ai pas accès à. Ah, il faut. Alors, d'accord, je suis pas au bon endroit pour faire monter les gens sur scène. C'est pas grave, je vais y arriver par là. Il faut que je prenne à la fois. Voilà, très bien.
invité à participer. Alors, j'ai invité Robert, s'il m'entend, à participer. Je vais aussi inviter David Vlad et Joseph Banianki, en attendant de voir si quelqu'un vient sur scène parmi ces personnes. Et puis sinon, ce que je vais faire, je vais peut-être vous poser une question aussi en même temps, peut-être pour... Alors, il y a quelqu'un qui demandait, je crois que c'est Anna qui a retranscrit une question. Quel était votre personnage préféré dans la Métamorphose? Un personnage Non, moi je les aimais bien tous. C'est marrant, il y a un écho. Mais voilà, c'était les retrouver tous les matins et les mettre en scène. Donc, j'en avais pas vraiment de préféré. Mais Magéna? Mais je les aime tous aussi, mais pour des raisons différentes. Parce que je pense que dans chaque personnage, il y a un bout de moi où il y a quelque chose que j'aimerais être. Mais je pense que j'aime beaucoup Louise. Parce que je la trouve très forte et vraiment, je la trouve drôle et très... ouais, vraiment, je pense que c'est l'un de mes personnages préférés. Bonjour. 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 Oui, j'ai une question. Vous avez commencé par le texte ou par le dessin? Là, en fait, la bande dessinée, en général, on commence toujours par l'histoire, donc par le texte. Surtout que moi, je suis scénariste, donc je ne pourrais pas commencer par le dessin, tu sais. Après, je ne sais pas, peut-être il y a des dessinateurs qui, s'ils font leur propre bande dessinée, c'est eux les auteurs du texte, l'auteur du texte et du dessin, donc peut-être ils dessinent directement. Moi, je ne pouvais pas le faire. Donc j'ai écrit l'histoire avant de la soumettre à Geoffrey. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Mais en général, c'est ça. Il faut savoir l'idée. Il faut connaître son idée, ce qu'on veut raconter. Et après, c'est comme un film. Tu commences pas par filmer pour dire ce que tu vas, de quoi ça va parler. Donc il faut avoir déjà une idée précise et puis écrire quelque chose pour voir si ça tient la route en fait. Robert, tu peux juste nous dire d'où tu es? Tu viens d'où, Robert? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux répéter, s'il vous plaît? Alors, moi, je me demandais de quelle ville tu venais. Ah, dans Bucarest. De Bucarest. Ah, oui. Très bien. Ok. Alors, est-ce que tu as une autre question? Non, c'est tout. Merci. Merci, Robert. Merci. Alors, peut-être David, est-ce que tu veux poser ta question? D'où vient ton inspiration pour la bande dessinée? Je pense que ça peut venir de n'importe quoi, de la vie, en fait, de quelque chose qui te touche, que tu as vu, ou ça peut venir aussi, je sais pas, tu lis quelque chose dans un journal, un article, ou tu as envie d'en savoir plus, de le développer. C'est vraiment quelque chose qui provoque une émotion en toi et que tu as envie de travailler autour, je pense. Et c'était vraiment ça, mon idée pour la grande métamorphose de Théo, c'est vraiment de faire en sorte qu'un oiseau devienne un humain, et qu'est-ce qui lui arrive en fait, jusqu'où ça va l'amener, parce que je sais pas, peut-être moi aussi j'aimerais avoir un rêve comme ça et vivre un truc un peu improbable et te dire comment c'est. Si j'étais un oiseau un jour, un aigle, je volerais, c'est quand même le rêve de tellement d'humains. Et voilà, donc c'est ça en fait, je pense, pour moi en tout cas. C'est vraiment la curiosité, être curieux du monde et que tu trouves sans arrêt des sujets, une rencontre avec une personne, je sais pas, tu rencontres une grand-mère qui te raconte une histoire et voilà, ça y est, tu as envie de la partager avec d'autres gens. Et nous, on fait des livres, mais aussi on parle beaucoup entre nous, on se raconte des histoires, on dit « Ah, j'ai rencontré un tel, il m'a raconté ça ». Et en fait, c'est presque comme à l'époque où on ne partageait que des histoires de façon orale, où vraiment les gens se réunissaient et quelqu'un te raconte un conte. Et ça, c'est vraiment super. Je sais pas si tu veux. Ouais, et moi je vais chercher aussi dans la culture en général, comme le théâtre, le cinéma, les séries télé. Je peux vous montrer aussi quelques inspirations de dessins. On a ici, je ne sais pas si vous voyez bien, The End of the Fucking World. Ouais. Et alors voilà, avec des dessins, vous voyez
travailler où la synthèse est très forte. Donc ça, c'est un auteur américain. Il y a Max de Radiguez aussi, un auteur belge que je regarde beaucoup. Et donc, c'est toujours en noir et blanc et il s'inspire de dessins américains, mais on sent son côté, ses influences européennes. Hilda également. Donc, Hilda, là, c'est un auteur anglais, Luc Pearson. Et donc, voilà. Lui, je vais aller regarder pour sa synthèse, mais également ses couleurs, comment il va découper son histoire, en tout cas construire ses plans. Je ne sais pas si c'est clair, c'est peut-être beaucoup de termes techniques. David, est-ce que ça te convient comme réponse? Vous pouvez répéter? Non, je demandais si la réponse était bonne pour toi. Oui. Super, merci. Est-ce que tu veux poser une autre question? Non. Non? Alors, je vais faire venir quelqu'un d'autre. Alors, Joseph, est-ce que tu veux Oui. poser ta question? Bonjour. J'ai Bonjour, trois Joseph. questions. J'ai trois questions. Bon, d'abord, avez-vous déjà pensé de publier La Grande Métamorphose de Théo dans Spirou? En fait, c'est un autre éditeur. Et c'est un éditeur, je ne sais même pas si on lui a envoyé le projet. Ah, Dupuis, je ne suis même pas sûr. Je ne sais pas. Donc, en fait, on ne peut pas parce que Spirou appartient à Dupuis. Et nous, on travaille avec l'éditeur, c'est marqué là en bas, La Pastèque. Donc, ce n'est pas la même maison d'édition. Donc non. Donc, je ne sais pas si ça se prête très bien. Mais après, il y a, comment dire, chaque éditeur a une ligne éditoriale. Donc, certaines histoires vont les toucher plus que d'autres. Et c'est pour ça aussi qu'il y a plein d'éditeurs. Et nous, en tout cas, on avait envoyé à La Pastèque en se disant « Ah, ça pourrait vraiment coller à leur vision de ce qu'est la bande dessinée. » Voilà, on va... Comment dire, d'autres bandes dessinées ne pourraient pas être à La Pastèque et vice-versa, quoi. Donc voilà pourquoi on a pas envoyé ça. Oui. Et pourquoi avez-vous choisi un moineau comme personnage principal dans La Grande Métamorphose de Théo? Mais je voulais que ça soit un oiseau et un moineau. Je sais pas, on voulait pas que ça soit. On voulait que ça soit un petit oiseau. Pas, je vais pas dire insignifiant parce que j'aime vraiment les oiseaux. Pour moi, ils sont tous très importants. Mais un oiseau commun, peut-être. Oui. Ouais, et puis finalement, l'idée aussi, on en parlait l'oiseau peut manger le moustique et le lion peut manger l'oiseau, mais finalement, ils vont, malgré leurs différences et ils ont tout pour se détester, eh ben, ils vont être amis et ils vont être tolérants et accueillants les uns envers les autres. Et tu avais une troisième question, Joseph, il me semble. Non, la troisième question était à peu près comme la première, donc non. Ça va. Merci. Super, merci, Joseph. Tu es d'où, Joseph? Je viens de Bucarest, mais je suis français. D'accord, très bien. Okay. Alors, on va passer à Luca. J'ai deux questions. Comment avez-vous découvert la passion d'écrire des bandes dessinées? Alors, moi, j'ai fait des études littéraires, donc j'ai étudié la langue française. Déjà, j'ai commencé en Pologne, et puis je suis arrivée en France où je continuais ces études-là. J'ai toujours aimé raconter des histoires, et je pensais que peut-être un jour, j'écrirais des romans. Ça, c'est pas fait parce que j'ai pas eu le temps. Enfin, je finissais mes études quand j'ai rencontré Sylvain Savoya, qui est le dessinateur de ma série Marzi. Et c'est lui, en fait, à qui je racontais mon enfance. Et il m'a dit, non, mais ton enfance sous le régime communiste, c'est tellement exotique. C'est vraiment... moi, j'ai 42 ans, et donc c'est une enfance qui n'est pas si éloignée que ça. Bon, vous n'étiez pas encore né, donc peut-être pour vous, c'est une vieille histoire, mais j'ai peut-être l'enfance de vos parents. Et je suis née, j'imagine, à peu près dans la même période. Et donc, pour lui, c'était l'histoire européenne, en fait. C'était pas juste, ça n'appartenait pas juste à la Pologne, et ça l'intéressait parce que c'était pas une histoire avec
le grand H, où on parle des problèmes, où il y a des données encyclopédiques. C'est vraiment une petite fille qui raconte sa vie. Et donc, c'était vraiment... c'est lui qui m'a poussée à écrire. Je me suis prêtée au jeu et ça m'est venu très naturellement. Et j'aime bien écrire parce que j'aime bien raconter des histoires. Donc, c'est devenu très vite une passion, un métier, une passion. Ouais. C'était vraiment ça. Donc, c'était juste... Voilà, maintenant, je passe un tout petit peu dans le cinéma documentaire parce que j'ai envie de raconter les histoires aussi différemment. Et donc, c'est vraiment, j'agrandis un peu le champ des possibles pour raconter à travers un autre média, donc à travers la vidéo. Et oui, c'est vraiment un moment où on aime ça. Il y a beaucoup de façons de l'explorer. Je fais aussi un tout petit peu le clown, donc pour travailler dans un théâtre. Donc, c'est aussi une autre façon de raconter, de faire rire les gens pour le coup. Mais c'est vraiment de faire rêver les gens et que quelque chose se passe. Je ne sais pas, c'est vraiment assez... je pense que c'est surtout ça qui m'intéresse là-dedans, en fait. Et c'est vrai que la bande dessinée, déjà, j'aime bien être avec quelqu'un parce que je ne suis pas la seule à défendre un projet, à le faire. Comme ça, on est en binôme et on se soutient. Parce que faire de la création, de la bande dessinée, ça prend beaucoup de temps. Et il y a des moments où, au début, on est super enthousiaste parce qu'on aime l'idée et qu'on fonce et tout. Et à un moment donné, je vous ai montré combien de pages c'était. C'est énorme. Ça prend beaucoup de temps à dessiner tout ça. En plus, il y a beaucoup d'étapes. Donc, ça veut dire que dès qu'on a crayonné une page, il faut l'ancrer, puis la mettre en couleur. Donc, on revient sans arrêt dans notre travail. Et donc, à un moment donné, on se décourage. J'imagine que vous avez ça aussi dans l'école où, je ne sais pas, peut-être au début en septembre, ça va encore, mais au milieu de l'année scolaire, peut-être il y a un peu une petite baisse et on a envie que les vacances commencent et tout. Mais en fait, c'est aussi comme ça dans la création. C'est que aussi, de temps en temps, on n'a plus envie d'y retourner et on est obligé parce que c'est notre travail. Du coup, ça, c'est un peu moins la passion. C'est un peu le travail qui prend le dessus. Et voilà, mais quand on est deux, on s'encourage. Et puis, il y a aussi l'éditeur qui est derrière nous. Et ça, c'est vraiment chouette. Et c'est une autre... moi, je trouve que c'est vraiment une chouette façon de raconter des histoires, pas juste avec les mots, comme dans un roman, mais avec une bande dessinée. Et surtout, c'est le livre auquel on peut revenir. Les livres, c'est vraiment quelque chose qu'on met dans une bibliothèque et on peut les relire quand on veut. Et je suis une grande lectrice, j'adore lire. Et voilà, c'est aussi l'une des raisons pour lequel j'aime vraiment beaucoup mon métier. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Anouka. Ah oui. Ouais. La deuxième question. En combien de langues a été traduite la BD? Pour le moment, en une seule langue, en français. Mais peut-être qu'il y aura un jour plusieurs publications en d'autres langues. Et j'en profite pour redemander à Marzena, j'insiste. Alors, comment es-tu venue au français? Oui, en fait, la Pologne, c'est pas du tout le pays francophone. C'est une culture slave, c'est les langues slaves. Donc, les langues slaves, ça va être le russe, l'ukrainien, toutes les langues à l'est de l'Europe. Et le tchèque, le slovaque. Et c'est vrai que ça, en fait, je grandis sous le communisme, donc c'est vraiment un régime très particulier. Ça veut dire que le pays était fermé et qu'on ne pouvait pas voyager. Pas grand monde ne pouvait venir nous voir. On n'avait pas de liberté, mais aussi dans les magasins, on manquait de beaucoup de choses. Il y a parmi vous des enfants de la Roumanie. C'était aussi le régime en Roumanie, à peu près dans la même période. Donc, si vous demandez à vos parents, je pense qu'ils pourront vous raconter des histoires s'ils ont vécu en Roumanie à ce moment-là. Et donc, et tout ce qu'on pouvait voir de la France, c'était tout ce que les autorités nous laissaient voir. Donc, ça ne vous dira rien, mais au niveau de la musique, on avait droit à Mireille Mathieu. Au niveau du cinéma, c'était le cinéma de Louis de Funès. Donc, c'est vraiment quelque chose de très restreint parce que les autorités contrôlaient tout. Ils contrôlaient même les étiquettes sur les confitures. Donc, je vous disais que la bande dessinée, ça ne se lisait pas parce que c'était un peu interdit et parce que les autorités avaient toujours peur qu'on passe qu'il y ait un message secret aux gens pour qu'ils se révoltent. Ce qu'ils ont fini par faire, mais je ne pense pas que la BD y ait contribué. Mais voilà, moi, j'ai commencé et j'ai appris un jour que j'avais une tante française. Elle allait venir nous rendre visite. Donc, c'était une tante d'une famille super éloignée. Elle arrivait... c'est une histoire à rallonge. Je suis désolée, Frédéric. Mais vous avez posé la question, donc je réponds. Et en fait, cette tante, elle s'appelait Hélène. Elle devait arriver pour quelques jours chez nous. Et
Et je me souviens parce que c'était vraiment quelqu'un qui vient d'un meilleur monde, en fait, de la France. Et donc dans ma famille, ben, tout le monde s'est mis sur le 31. Donc, ma mère, elle avait une grosse choucroute, comment ça s'appelle? Une permanente sur la tête. Mon père, il portait un costume cravate. Moi, on m'avait habillée dans une robe blanche qui me mordait le cou. Et ma mère m'a bien coiffée. Elle m'a dit, tu joues pas avec le chien, tu es sage. Oui, et tu manges tout ce qu'on te donne, voilà. Et donc, on attendait ma tante Hélène comme ça, dans la cour, où il y avait des poules aussi qui couraient, il y avait toute la famille qui s'est réunie pour attendre, voir à quoi ressemble cette personne du meilleur monde. Ça nous a semblé vraiment comme, je ne sais pas, un miracle ou vraiment la plus grande héroïne. Et puis, et tout le monde était sur le 31, tout le monde était bien habillé, tout le monde sentait l'eau de Cologne, c'était vraiment impressionnant et on était tous stressés. Et puis cette tante arrive, elle sort de la voiture. Elle porte un jeans, un t-shirt pas repassé, des tennis, donc, ou des baskets. Elle n'est pas coiffée et elle fume une gitane sur l'autre, une cigarette sur l'autre. Et puis elle regarde comme ça, elle dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est beau !» Et en fait, moi, j'ai vu cette tante, donc j'avais 8 ans. J'ai vu Hélène et je regardais ma mère avec sa choucroute. Et je me suis dit « Mais Magena, quand tu vas être grande, comment tu vas être ? Est-ce que tu veux être comme ta mère et tes tantes polonaises qui portent toutes des choucroutes? Ou est-ce que tu veux plutôt vivre comme Hélène, fumer des cigarettes quand ça te va, porter un jeans, des tennis et ne pas te coiffer ?» La réponse était que je voulais être libre. Et j'avais l'impression que Hélène était vraiment libre. Et c'est la première fois que j'étais confrontée, en vrai, à la liberté. Et pour moi, cette liberté, c'était en France. Et tout ce que j'ai fait par la suite, c'était vraiment apprendre le français et partir dès que j'ai pu. Voilà, c'est l'histoire. Elle était longue, ça ne parlait pas de la grande métamorphose de Théo, mais… Non, mais c'est intéressant. Et puis surtout dans tout le public, en fait, on a beaucoup de gens qui, du coup, apprennent le français aussi. Et c'est intéressant de savoir pourquoi. Non, je trouve ça chouette. Je vais pas poser la question à Geoffrey, mais ça me paraît un peu plus évident. Mais je ne sais pas, peut-être pas. L'apprentissage du français. Ouais. Obligé. Non. Non, oui, je suis né dedans, mais voilà. avec un léger accent wallon. Mais… Voilà. Non, mais ok. Non, très bien. En tout cas, merci Anouka pour tes questions. Du coup, Michaela, si tu veux bien nous poser ta question. Oui. Vous aimez les faits de films ou des dessins animés basés sur vos livres? Est-ce que tu aimerais un dessin animé basé sur… Ah oui, beaucoup, mais par contre, j'aimerais ne pas le dessiner moi-même, parce que c'est un travail énorme, où je pense qu'il faut 25 images pour faire 1 seconde de dessin animé. Mais oui, pourquoi pas, ce serait vraiment fabuleux d'avoir cette chance-là, de pouvoir voir au cinéma l'histoire de Magena. Ouais. Et puis tes dessins. Oui, ouais, ça serait vraiment chouette. Ouais. Et donc, on attend un courageux qui voudrait le faire. Si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé, on est là, on peut très volontiers collaborer, mais je pense que… Ouais. Michaela, tu veux poser une autre question? Non. D'accord. Alors, on va peut-être appeler Yosif. Je suis désolé si j'écorche ton prénom. Ah non, on ne t'entend pas? Alors, Yosif, on ne t'entend pas, effectivement. Est-ce que ton micro est activé? Toujours pas. Okay. Et je ne peux pas l'activer, donc… Non, alors Yosif, je suis désolé, on ne t'entend pas. Est-ce que ton micro est activé? Alors. Sinon, écoute. Alors, je te garde sous le coude, Yosif, comme on dit, et je vais passer la parole à Stéphane. Stéphane. Si pardon, excusez-moi. Et donc le chat. Voilà. Bonjour. Bonjour. Combien de temps faut-il pour créer une BD? Beaucoup de temps. Et donc, comme Magena le disait au début, il y a vraiment toute l'étape d'écriture. Je ne sais pas en combien de temps tu peux écrire, mais elle travaille tout le temps, quoi. Et après, voilà, il y a l'étape de dessin. Et pour la grande métamorphose de Théo, on a plus ou moins mis 3 ans. Donc,
vraiment de l'idée au dessin final. Et après, il faut encore compter tout le travail de l'éditeur, de l'impression et de la distribution pour que ça arrive jusqu'à chez vous. Donc voilà, ça met énormément de temps. Très bien. Est-ce que tu veux poser une autre question, Stéphane? Non, merci. Non, mais merci à toi pour cette question, super. Du coup, j'invite Johanna. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais vous poser une question. Pourquoi Théo et les deux autres enfants sont les seuls qui se sont métamorphosés? Ah non, ils ne sont pas les seuls à s'être métamorphosés. Tu te rappelles de Monsieur Mouton? Ouais, donc il y a Oui. eux et d'autres enfants. Vas-y. Ouais. Oui. Et donc, je pense, mais je n'en suis pas sûr, que eux ont voulu, c'est des personnes qui ont voulu à un moment donné changer de vie et d'être dans la peau de l'un de l'autre, quoi. Donc, le mouton a voulu être l'humain et l'humain a voulu être le mouton, comme l'oiseau. Tu vois, l'oiseau qui est un peu dans son nid et rejeté, et après qui arrive dans cette maison où tout a l'air parfait avec cet enfant qui joue à l'avion, mais lui, il a envie de vouloir voler, quoi. Et donc, à un moment donné, les idées ont percuté et ont échangé de vie. Très bien. Une autre question, Johanna? Non, c'est bon, merci. Merci. Alors, très bien. Alors, je rends la parole à Yosif parce que je vois que son micro est arrivé. Vas-y. Bonjour. Bonjour. J'ai deux questions. Théo est inspiré par un personnage de la vie réelle. Pas au niveau de l'histoire, pas au niveau du scénario. Non, c'est un garçon que j'ai inventé comme ça. Donc non, j'ai pensé à personne en le créant. C'est vraiment venu un peu en écrivant. Je pense qu'il y a une part de moi parce qu'il y a un petit côté naïf où il découvre un peu le monde. Et graphiquement, je ne sais pas s'il ressemble à quelqu'un que tu connais. Humain, oui. En fait, il faut savoir que tous les humains qui ont été dessinés dedans, c'est des personnes que j'ai vues ou que je connais. J'ai travaillé, par exemple, toute la classe d'enfants, c'est tous des enfants que j'ai connus en travaillant en tant que bibliothécaire, en allant dans les écoles. Et c'était beaucoup plus facile pour moi de dessiner des gens que je connaissais. Comme ça, je pouvais connaître un petit peu leur vie et leur donner des attitudes plutôt que de les inventer, où ça aurait été vraiment très, très difficile. Est-ce que tu leur as dit après? Ça, c'est toi, ce Non. personnage. Ah non, Ils jamais. ne le savent pas. Oh, ça serait chouette s'ils savaient qu'ils étaient les héros d'une bande dessinée. Ouais. Ça, c'est très touchant. Oui, et la deuxième question, si tu étais dans le livre, quel animal voudrais-vous être? Quel animal voudrais-tu être? Ouf. C'est hyper compliqué. Bah, peut-être un oiseau, ouais. Pourquoi pas? Je trouve que c'est vraiment la liberté suprême de pouvoir voler. En plus, moi qui ai le vertige, ce serait comment dire, ça réglerait les choses. Je pense que j'aimerais bien être une tortue. Je sais pas, je me dis, c'est fort pardon. Mais C'est mon animal préféré aussi. c'est vrai? Oui. Ah, c'est fou. Enfin, moi, j'aime beaucoup les vaches, mais les tortues, je me dis, c'est pas mal parce qu'elles se baignent dans l'eau et vraiment, du coup, parce qu'elles sont lourdes, quand elles sont sur la surface, elles bougent lentement. Et puis, quand elles rentrent dans l'eau, ben, il y a cette légèreté, l'eau qui les emmène. Et, en tout cas, quand je les regarde nager, je me dis, waouh, c'est vraiment le bonheur. Et puis, quand même, elles vivent longtemps, elles sont coriaces. Enfin, je sais pas, j'aime bien l'idée. Après, c'est vrai qu'elles n'ont pas l'air super aimables, elles ont toujours un sourire un peu comme ça. Mais ouais, je sais pas trop. Tortue, je dirais, tortue. Ouais. Merci, c'est tout. Merci. Merci. Merci à toi, Yosif. Merci. Donc, du coup, on va passer la parole. Alors c'est Khadija, mais en fait, c'est pas Khadija, si. Non. Donc, du coup, on est à une classe de d'Oujda au Maroc. Et donc, je pense qu'on va avoir plusieurs personnes qui vont venir poser des questions. Si vous pouvez vous présenter en même temps, parce que du coup, je ne vois pas vos prénoms. Voilà. Alors, je ne sais pas qui. Tu peux y aller, du coup. Tu dis ton prénom. Mohamed Sqal.
Mohamed Sqali. Ok, bonjour. Bonjour. Avez-vous du mal à réfléchir? Avez-vous du mal à réfléchir? Attends, tu poses la question que tu m'avais demandé tout à l'heure. Tu sais, sur le danger. Oui. Auriez-vous abandonné dans un premier temps? Tu te souviens de la question que tu m'as posée sur le danger? C'est ça. Première. À quel point l'idée de l'histoire est-elle donc dangereuse? En fait, je pense qu'il veut dire, est-ce que la transformation ou la métamorphose, ça peut être un danger? Est-ce que ça peut être un danger? A priori, non. La métamorphose Parce que personne ne sait. Personne ne sait, mais tu peux perdre certains amis, comme à un moment donné, Clément ne le comprend plus, Théo. Ils avaient des codes ensemble, des codes d'amitié, et qui ont disparu. Mais après, ça a permis également à Théo à retrouver d'autres amis. En fait, je pense que c'est le seul danger qu'on voit. Parce Non, que comme... il y a Louise aussi. Quand ils ont échangé voilà, échangé sa vie avec un mystique, elle a tenu vachement peur qu'on l'écrase. Oui, c'est vrai, remarqué. T'étais bien au courant. C'est vrai. Tu peux venir poser ta question? Viens. Viens. Tu viens? Allez. Tu dis ton prénom et tu poses. Je m'appelle Arigelius. Bonjour. Bonjour. Tu dis bonjour. 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 Si je veux faire une bande dessinée comme vous, par quoi je commence? Si tu as une idée, c'est déjà le bon début. Si tu as une idée, si tu sais de quoi ça parle, tu notes ça et puis tu essayes de développer cette idée. Tu réfléchis au début, qu'est-ce qui arrive au personnage, et puis comment l'histoire se termine, le tout, quoi. Et tu peux aussi faire des croquis en même temps si tu dessines. Comme ça, tu essayes aussi de... Parce que faire de la bande dessinée, c'est dessiner tout le temps la même personne, en gros. Ouais. Donc, il faut vraiment que cette personne soit reconnaissable d'une case à l'autre. Ouais. Je parle à ta place. Non, mais c'est vrai. Et voilà, dessiner tout le temps et t'amuser aussi, je pense, surtout. Donc, t'amuser à écrire, t'amuser à dessiner et essayer de le faire le plus possible. Parce que tu sais, je pense que quand on regarde un film, il y a une histoire dedans, ben cette histoire qui est dans le film, elle peut être aussi dessinée en bande dessinée. Quand tu lis un livre, tu visualises aussi, tu vois le livre, tu vois le personnage, parce que quelqu'un te le décrit, ça pourrait être aussi une bande dessinée. Chaque histoire est un bon sujet, en fait. On peut illustrer des poèmes, la poésie c'est un peu plus difficile, mais il y a plein de choses qu'on peut vraiment raconter. Et voilà, mais la première idée, c'est vraiment... la première chose, c'est l'idée. Voilà. Merci. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Amina Yandouzi. Bonjour. Pourquoi Théo n'a-t-il pas voulu changer de forme après s'être transformé en oiseau? Pourquoi pas? Théo n'a pas voulu changer de forme, tu vois, à la fin. Ah oui. En fait, au début, quand j'ai écrit cette histoire, il est revenu l'oiseau est redevenu l'oiseau, l'humain. Mais c'est notre éditeur qui nous a dit « Ah, mais peut-être ça serait bien qu'il reste, qu'il reste un peu piégé dans son rêve. » Et on a fait en sorte qu'il avait envie de ça, en fait, parce que ça lui plaisait, cette vie-là. C'était un rêve qui s'est réalisé. Et pour lui, il y avait quelques contraintes, mais dans chaque... même quand tu es oiseau ou quand tu es humain, il y a toujours des contraintes dans les deux. Et là, pour le coup, c'était vraiment... Ouais. Et puis, il était amoureux, Théo. Il était amoureux de Louise. Et donc, Non, mais c'est pas juste l'amour.
Non, mais c'est C'est un plus, mais c'est pas, Ouais. il n'est pas resté juste pour l'amour, mais il aimait bien le risotto. Ouais. Par exemple, non, il aimait bien cette vie-là, il aimait bien être en famille, avoir sa chambre, aller à l'école. Peut-être il n'aimait pas le foot, il n'aimait pas la piscine, mais il aimait aller se promener dans la forêt. Et aussi, il faut se dire que l'autre, le petit humain qui est devenu oiseau, il aimait bien aussi voler et être voilà, dans le... Il lui a écrit une lettre. Oui, oui, oui. Ouais. Donc en fait, l'histoire se termine bien, mais c'est vrai que c'est un peu... J'ai eu des retours des lecteurs qui ont dit, il y a un petit garçon qui a pleuré parce qu'il a dit non, mais c'est pas vrai, il aurait dû revenir à lui-même, et que ça l'a un peu attristé. Mais Théo, à la fin, il est heureux. Mais c'est vrai qu'il ne redevient pas humain. Oiseau. Du coup, on n'entend plus rien. Non. Le micro est coupé chez Khadija. Khadija, ouais, votre micro est coupé, on n'a pas entendu la suite. Merci. Bah, de rien. Merci beaucoup. Je peux poser une question? Qui veut poser une question? Question. Alors, je crois qu'on a une autre question. Allez. Ok. D'accord. Allez, vas-y. Ton prénom. Bonjour, Bonjour. Bonjour. je m'appelle Ahmed Bliz. Enchanté. Enchanté. Pourquoi son famille et ses camarades de classe de Théo ne voient pas Théo comme un oiseau? Vas-y. Ah, la question piège. C'est pour des questions narratives, je pense que c'était beaucoup plus intéressant que les autres ne le voient pas, sinon il se serait fait griller directement et finalement il n'y aurait pas eu d'histoire. T'imagines, ça aurait été trop bizarre. Du jour au lendemain, tu vois arriver dans ta classe un lion, un oiseau et un moustique. Tu te dis, c'est quoi ce truc, quoi? Et donc, voilà, je pense qu'on voulait montrer, comment dire, une personne qui change, donc elle change intrinsèquement, c'est ça? Oui. Ouais. Mais les autres ne le voient pas physiquement. Et donc, tu sais pourquoi il est bizarre, lui? Ah ben, si ça tombe, toi, tu vas arriver demain dans ta classe, tu seras un oiseau, mais personne, tout le monde te verra comme tu es maintenant. Tiens. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Nora. Enchanté, Nora. Combien de temps que vous avez écrit le livre de métamorphose de Théo? Donc, on a mis plus ou moins 3 ans à le faire entièrement. Donc, voilà toute l'étape de travail de Magena qui a vraiment écrit tout le scénario. Et après, il a fallu, en tout cas, moi, un peu plus de 2 ans entièrement pour le dessiner, quoi. Donc, tout faire au crayon, tout faire au feutre et tout faire à la couleur, en sachant que Magena avait déjà fait une partie entièrement dessinée aussi au découpage. Donc tu vois, il y a vraiment plein d'étapes et donc 3 ans en tout. Ah, j'ai oublié de dire aussi un truc, mais c'est vraiment juste un peu une anecdote. C'est que voilà, quand on est auteur de bande dessinée, ben, on travaille vraiment beaucoup tout le temps. Et moi, quand je devais faire le storyboard, donc le découpage pour Geoffrey, ben, j'ai eu un accident et je me suis cassé le coude. Et en fait, là, ça se voit, mais enfin, je ne vous montre pas, c'est peut-être un peu bizarre, mais j'ai toujours une pièce de métal dans mon coude. Et en fait, j'avais donc un bras plâtré comme ça et je dessinais quand même. Il fallait que je fasse ce storyboard parce qu'il fallait travailler. Donc en fait, c'est toujours un peu, malgré tous les petits pépins qu'on peut avoir, ben, il faut avancer parce qu'il y a des délais, parce que Geoffrey attend, parce que l'éditeur attend et que voilà, c'était un peu une contrainte. Après, c'est un chouette exercice parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à écrire avec la main gauche. C'est aussi pour ça que c'est si mal dessiné par moi, mais mais voilà, donc c'était un exercice un peu. Voilà. C'était une chouette expérience. Merci pour Merci ta beaucoup. réponse. Merci à toi.
Bonjour. Bonjour. Tu dis ton prénom? Ton prénom, Smith. Mohamed Darza. Enchanté. Qui est ce que sont fait? Comment tu es un oiseau? Qu'est-ce que ça fait quand on est un oiseau? Qu'est-ce que ça fait? Ben, on n'a jamais été. On aimerait bien. On sait juste ce qu'on aimerait que ça soit. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, Ahmed? Qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu imagines comment ça serait d'être un oiseau? Ça te plairait de voler? Oui. Ouais, ben oui, je pense que quand on pense à être un oiseau, c'est la chose à laquelle on pense en premier, c'est de pouvoir voler, en fait, de voir le monde du haut et puis de planer, je sais pas, d'aller loin, plus besoin de prendre le tramway ou le train, ou je sais pas. Mais par contre, il faut accepter de manger que des graines. Ou des vers. Oui, c'est vrai que l'alimentation des oiseaux, c'est pas tout à fait ça. Oui, c'est ça, oui. Mais on ne fait qu'imaginer les choses. J'aimerais bien te dire que je suis un oiseau et que tu me vois en humaine, mais c'est pas ça. Allez. On va faire peut-être une dernière. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Nihal Oufkret. Enchanté. Comment l'oiseau il est rentré dans le corps de Théo? Comment? C'est ça? C'est ça la Ouais. question. Comment Mais il n'est pas vraiment rentré dans le corps de Théo, ils se sont vraiment échangés. Enfin, il y a eu une fusion d'âmes, c'est ça? Une métamorphose. Une métamorphose, ouais. Ouais. Donc, ils ne se sont pas changés, c'est juste une métamorphose. Là, en fait, c'est les vœux qui se sont croisés parce que ils étaient au même endroit. Donc, l'oiseau, il a atterri devant la chambre de Théo, et il l'a vu. Et il s'était dit, oh, ce serait tellement bien d'être un petit garçon, j'adorerais. Et puis, le Théo qui était à l'intérieur, il jouait avec l'avion, et il s'est dit, oh, j'adorerais pouvoir voler. Et en fait, bim, et c'est là que, comme ils ont dit au même moment, enfin, les vœux qui étaient un peu pas contradictoires, mais complémentaires, voilà, c'est devenu un peu comme ça. Donc, un peu inconscient, mais voilà, c'était un rêve quand même qu'ils ont eu tous les deux. Et après, ils se sont rencontrés, vous savez, à la fin, et qu'ils pouvaient redevenir eux-mêmes, mais en fait, ils n'ont pas voulu. Alors que Louise et le moustique, ils sont revenus à leur première nature, et Michel et le lion aussi. Ouais. Est-ce qu'on a répondu à ta question? Merci. Merci à toi. Très bien, très bien. Khadija, vous avez encore quelques questions ou je pense qu'on a fait le tour et qu'au niveau horaire, on est quand même pas trop mal. Alors, une dernière question. D'accord. Alors, je ne sais pas si elle a déjà été posée, mais bon, la petite n'est pas tassée, donc… Oui. Ouais, très bien, très bien. Et ton prénom? Bonjour. Tu dis ton prénom. Je m'appelle Jasrine. Enchantée. Jeanne. Pourquoi tu as choisi l'idée d'être un oiseau? Pourquoi Théo, humain, choisit d'être un oiseau? C'est parce que lui, son rêve, c'était de pouvoir voler. D'ailleurs, on le voit dans les premières pages, il est en train de jouer avec un avion. Et il le dit d'ailleurs, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir voler? Et après, l'oiseau, lui, il a envie d'être aimé d'être dans une famille, quoi, aimante, et d'avoir un foyer chaleureux. Et donc, comme ils avaient chacun envie d'un des rêves de l'autre, voilà comment ils se sont métamorphosés. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Merci. De rien. Alors, si vous permettez, est-ce que je peux, moi, poser une question? Enfin, Bien c'est sûr. peut-être pas une question,
Mais on Mais ne te je sais voit pas, pas. Cathy. Oui, me Nous, on voilà. te voit. Voilà. Voilà. Bonjour, enchantée. Bonjour. Bonjour. Voilà. Et donc, moi, étant maman, et puis je me suis dit, bon sang, si mon gamin, il devenait autre chose. Je ne sais pas comment c'est-à-dire, je sais pas comment vous avez vécu ça, si vous avez des enfants, comment vous avez vécu le fait qu'il y ait cette métamorphose et que le petit, il choisit de rester un oiseau, c'est surtout ça aussi, qu'il reste un oiseau. Ça veut dire que, je ne sais pas comment expliquer, quand j'ai lu le bouquin, à la fin, j'ai été comme un petit peu, je ne sais pas, touchée, parce que je me suis dit, je me suis mis à la place des parents, même si les parents ne savaient pas. Ils ne savaient pas, les parents, que leur enfant, c'était un oiseau. Mais inconsciemment, je me suis dit, et si on sait, et si ils savent à un moment donné que leur enfant, ce n'est pas leur enfant, c'est un oiseau. Ah, mais c'est horrible. C'est justement cette... Comment vous avez vécu, vous-même, comment vous avez vécu cette situation-là? Ben, d'ailleurs, on voit les parents à un moment donné et ils discutent dans le lit. Et la maman, elle se rend compte quand même qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas, il commence à être différent. Il y a quand même le mari qui dit « Mais non, tu te fais un peu trop d'idées. » Mais c'est vrai que c'est bizarre comme réflexion de se dire « Finalement, je vais élever un enfant qui n'est pas le mien. » Mais on n'en a pas trop, on s'est pas trop attardé là-dessus non plus. Non, non, c'était pas vraiment ça. On sait que c'est quelque chose d'improbable, que c'est assez loufoque, et c'est vraiment un livre sur les rêves qui se réalisent avant tout. Et c'est vraiment ça qu'on voulait expérimenter. C'est vrai que ça nous a pas semblé primordial voilà, de se soucier des parents. Enfin, ils ont quand même un enfant qui est à la maison. Et puis, l'objectif, il vole quelque part dans l'air et que tout se passe bien pour tout le monde. Mais c'est vrai que, du coup, cette question, je ne sais plus quel élève a posé ça, la suite, ou peut-être c'est vous, Frédéric, la suite. Et c'est vrai que maintenant, quand j'y pense, ça serait marrant de raconter ça 50 ans plus tard, de voir comment, c'est plus Monsieur Mouton, mais c'est Monsieur Oiseau. Qu'est-ce qui lui arrive, et comment il vit. Et l'humain, évidemment, l'humain, c'est vraiment triste, mais il ne va pas vivre aussi longtemps parce qu'il est l'oiseau. Il va mourir avant, mais voilà, je pense que ça pourrait être assez intéressant, mais je ne sais pas si ça serait un livre jeunesse pour le coup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous. Merci pour toutes vos questions. Elles étaient vraiment très pertinentes. Grand merci donc effectivement à tous les participants, oui. À tous ceux qui ont posé des questions, à ceux qui ont écouté sans poser de questions aussi. Et un grand merci donc à vous deux, Marzena, j'écorche ton prénom depuis le début. C'est pas grave. Je suis désolé, j'essaierai de faire mieux cet après-midi. Grand merci à vous, donc Marzena et Geoffrey. Et puis c'est super, bravo. C'était vraiment, enfin en tout cas à titre personnel très intéressant. Et je crois que c'est aussi les retours qu'on a eus à travers les questions et dans le chat un petit peu. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir passé un peu de temps avec nous. Et merci pour vos questions, ça nous a beaucoup touchés. J'espère vraiment, sincèrement, qu'on se verra un jour en vrai. Et qu'on pourra vous voir. Déjà, ça nous a fait plaisir de voir les quelques personnes. C'était vraiment un très chouette échange. Merci beaucoup, Frédéric, de l'avoir animé. C'était un plaisir. Alors, tout à fait en off, mais comme j'ai oublié de vous prévenir, quand je vais terminer l'événement, ça va couper directement et on ne se verra plus. Donc, un grand merci. Et puis, on se revoit de toute façon cet après-midi où on refera peut-être un petit point sur ce qui vient de se passer. D'accord, super. En tout cas, c'était grand merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je sais pas si ça se coupe ou pas.